Nikki Kunhausen est une jeune femme transgenre de 17 ans vivant à Vancouver aux États-Unis. Après avoir une adolescence mouvementée et difficile, elle va décider en 2019 de se reprendre en main. Malheureusement, ce ne sera pas long avant qu'elle disparaisse complètement. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Nikki Kunhausen, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui pour moi est très importante d'être partagée. On va parler ici de l'histoire d'une personne transgenre. Donc voilà, je tiens quand même à dire que dans cette vidéo, il va y avoir des propos assez difficiles qui ont été tenus par certaines personnes. Donc je vais dire au sein de cette vidéo, je veux juste prévenir les personnes que ça pourrait vraiment toucher. Sinon, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans cette vidéo. Nikki Kunhausen est une belle jeune femme de 17 ans, née le 6 juillet 2001 et vivant aux États-Unis à Vancouver dans l'État de Washington. Elle vivait en fait avec des colocataires dans un appartement sans ses parents, mais elle restait proche d'eux. Simplement, ses parents avaient divorcé très tôt dans sa vie et puis plus tard, elle avait décidé d'habiter avec des amis à elle. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, elle avait une belle relation avec ses parents et surtout avec sa maman. Alors, Nikki ne s'est pas toujours fait appeler comme ça car elle a commencé sa vie en s'appelant Nicolas. Elle a donc commencé sa vie en étant un petit garçon. Par contre, dès son plus jeune âge, elle a décidé de se faire appeler Nikki. Sa maman, Lisa Woods, a d'ailleurs dit que sa fille avait vite eu une forte estime de soi et qu'elle a toujours su qui elle était. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, quand elle était petite, Nikki s'était cassé le bras et sa maman l'avait amenée à l'hôpital. Et Nikki avait pu choisir la couleur de son plâtre. Elle avait pris un plâtre rose. Et quand elle était rentrée chez elle, ses frères étaient un petit peu énervée que sa maman ait laissé Nikki prendre un plâtre rose. Mais Nikki, elle avait choisi la couleur rose et elle voulait vraiment montrer sa féminité alors qu'elle était vraiment très très jeune. C'est finalement à l'âge de 12 ans que Nikki a rendu publique son identité de genre et qu'elle a demandé à ce qu'on la genre au féminin. Après ça, elle a grandi en tant que fille et puis femme transgenre. Dès l'âge de 12 ans, Nikki a alors commencé à s'habiller comme toutes les filles de son âge et ça a d'ailleurs été largement accepté. À partir de là, Nikki s'est vraiment sentie bien dans sa peau et elle avait même une certaine popularité auprès des pom-pom girls de son lycée car elles adoraient comment elle se maquillait et voulaient qu'elle les maquille à son tour. D'ailleurs, Nikki était passionnée par le maquillage et espérait même pouvoir un jour en faire son travail. Une autre anecdote, en fait, Nikki était fan de Nicki Minaj et avait comme rêve de pouvoir un jour devenir sa coiffeuse et maquilleuse. Sinon, une fois adolescente, Nikki avait pas mal d'amis et il la décrivait comme une personne joyeuse, pleine de vie, attentionnée et toujours très énergique. Par contre, elle était aussi très protective avec ses amis et d'ailleurs, il arrivait assez souvent à sa maman de recevoir un appel du lycée lui disant que sa fille s'était battue. Et lorsqu'on lui demandait de s'expliquer, Nikki disait toujours qu'elle avait fait ça pour défendre quelqu'un. Mais bon, mis à part ça, au début de son adolescence, Nikki ne posait pas vraiment de gros problèmes à ses parents. Elle passait par exemple beaucoup de temps avec sa maman et elles allaient souvent se faire les ongles ensemble et même elles partaient parfois en promenade au bord de l'eau. Mais voilà, lorsque Nikki a commencé à grandir, les choses ont pas mal changé. Dans un premier temps, et ça en vrai c'était positif, mais Nikki a commencé à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Elle s'était même créé un compte TikTok où elle avait une petite communauté et elle montrait comment on se maquillait et elle parlait quand même pas mal aussi de son idole Nicki Minaj. Mais bon, sa maman voyait bien que Nikki n'était plus aussi pétillante et petit à petit elle a compris que sa fille n'allait plus vraiment à son lycée. Le matin, elle refusait de se réveiller, loupait le bus et ne répondait pas au téléphone lorsque sa maman essayait de la joindre. Évidemment, Nikki était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça pouvait pas l'avoir autant coupée du monde. Et sa maman s'est bien rendu compte qu'il y avait autre chose. Lisa, donc la maman de Nikki, a alors compris que sa fille avait commencé à consommer de la drogue et la discussion s'est très vite ouverte là-dessus. C'est vraiment triste, mais Lisa se souvient que lorsque Nikki était âgée de seulement 16 ans, elle lui avait dit « Maman, je ne pense pas pouvoir faire mes devoirs sans planer ». C'est là qu'elle a réalisé que sa fille était devenue une toxicomane. Elle va alors se renseigner et les amis de Nikki lui diront qu'ils l'avaient vue à plusieurs reprises consommer de la méthamphétamine.
méthamphétamine. Là, c'était vraiment trop pour Lisa et a tout fait pour soigner sa fille. Elle l'a emmenée en cure dans plusieurs hôpitaux, mais à chaque fois, Nikki replongeait. En fait, Nikki était toujours en danger, de un parce que la drogue, ça détruit un corps, mais aussi pour tout le contexte à côté. Je m'explique. En 2018, Lisa, la maman, va recevoir l'appel d'un agent de police qui lui demande de se rendre immédiatement à l'hôpital car sa fille Nikki y était. Il lui dira qu'elle s'était pris 6 balles dans le corps à la suite d'un règlement de compte. Donc là, on se rend bien compte que oui, la drogue en elle-même était dangereuse pour sa santé, mais tout ce qui était en rapport avec le deal de drogue l'était tout autant. Lisa va donc arriver à l'hôpital pour voir sa fille et elle s'attend à voir sa fille entre la vie et la mort, mais là, sa fille va bien. Elle est allongée dans le lit d'hôpital, elle est consciente, et Lisa, elle comprend pas, elle va demander au médecin ce qu'il se passe. Le médecin lui dira que oui, Nikki avait bel et bien reçu 6 balles de fusil dans le corps. Mais il lui expliquera aussi que Nikki avait eu une chance de dingue, car chacune des 6 balles s'était logée dans des endroits où elles étaient inoffensives. C'est assez dingue parce que Nikki aurait clairement pu mourir ce jour-là, mais par chance, elles s'en étaient bien sorties. Alors oui, évidemment, Lisa, la maman, était rassurée, mais là, elle va se rendre compte que sa fille est vraiment enfoncée dans ce monde de la drogue et qu'il est crucial qu'elle s'en tire très très vite. Bon, malgré tout, cet événement avait quand même du bon. Nikki savait qu'elle avait échappé à la mort et elle prenait ça comme une nouvelle chance de s'en sortir. Malheureusement, la personne qui lui avait tiré dessus n'a jamais été arrêtée et donc Nikki, elle s'est dit que ça servait à rien qu'elle continue à intégrer ce monde de la drogue, que ce serait trop risqué et donc elle a vraiment voulu se mettre en sécurité et petit à petit, elle a essayé d'arrêter. Tout va alors progresser assez positivement jusqu'au 5 juin 2019. Ce jour-là, ce fut le dernier jour où Lisa va parler à sa fille. En fait, Lisa avait l'habitude d'appeler Nikki tous les matins avant de se mettre au travail. Les deux parlaient quelques minutes et puis se souhaitaient une bonne journée. Mais voilà, le 6 juin au matin, lorsque Lisa a appelé sa fille, eh bien Nikki n'a juste pas répondu. Et là, ça peut paraître anodin, mais l'instinct de maman de Lisa va lui dire que quelque chose ne va pas, que quelque chose est anormal. Lisa va alors téléphoner à la meilleure amie de sa fille qui s'appelle Ariel Cox. Et Ariel va vraiment rassurer la maman en lui disant « Écoute, on connaît Nikki, elle oublie toujours son téléphone ou elle le perd, c'est sûr quand elle va le retrouver, elle va te rappeler. » Mais la journée passe sans que personne n'ait de nouvelles de Nikki et arrivée en fin de soirée, eh bien Lisa va décider d'aller à la police pour reporter la disparition de sa fille. En rentrant chez elle, Lisa a pris un des t-shirts de sa fille, sa Bible et elle a décidé de dormir avec les deux à côté d'elle. Elle dira d'ailleurs en interview qu'elle avait fait ça car elle savait que quelque chose d'atroce était arrivé à sa fille et elle savait qu'il ne lui restait plus qu'à prier. Le lendemain, Nikki était toujours portée disparue et surtout tous ses comptes sur les réseaux sociaux étaient devenus inactifs, ce qui était vraiment très inhabituel. Lisa, sa maman et les autres proches de Nikki vont alors se mettre à imprimer des flyers et vont les afficher absolument partout. La police va aussi se réveiller et va décider d'enquêter sérieusement sur la disparition. Parce que c'est vrai que la veille, ils l'avaient pas vraiment pris au sérieux. Nikki avait des soucis avec la drogue. C'était une adolescente, donc le fait qu'elle ait disparu depuis même pas 24 heures, voilà, ils n'avaient pas pris les choses trop au sérieux. Les policiers vont alors interroger les colocataires de Nikki et ils vont leur dire que la dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était en fait dans la nuit du 5 juin au 6 juin, vers 6 h du matin à peu près, lorsqu'elle sortait de l'appartement. Ils vont leur expliquer que si elle était sortie de l'appartement ce jour-là, c'est parce qu'elle avait rencontré un homme, elle lui avait parlé sur Snapchat et donc qu'elle sortait le rejoindre. Donc là, ça donnait quand même un indice crucial aux policiers. S'ils arrivaient à retrouver cet homme, peut-être qu'ils comprendraient ce qui est arrivé à Nikki, ou en tout cas ils auraient un peu plus d'indices. Ils vont alors réussir à se connecter à ses réseaux sociaux et ils vont essayer de fouiller un petit peu dans ses conversations, ses messages pour essayer de voir s'il y avait des traces de cet homme qui était pour le moment inconnu. Heureusement, ce fut assez facile de l'identifier parce qu'il lui avait donné pas mal d'informations sur lui en message privé sur l'application Snapchat. L'homme s'appelait David Bogdanov, il avait 25 ans et travaillait dans une entreprise familiale de construction. Les enquêteurs ont alors trouvé son adresse, ils se sont rendus chez lui et ils ont sonné à la porte mais il n'était pas là. Donc ils ont laissé un petit papier dans sa boîte aux lettres en disant que voilà c'est la police et qu'ils avaient besoin de lui parler. Malheureusement David ne les a pas recontactés donc ils ont essayé de trouver son numéro de téléphone
Ils l'ont appelé mais il n'a pas répondu non plus et puis ils ont même fini par lui envoyer des messages sur Snapchat et là non plus il n'a pas répondu. En fait, rapidement, les enquêteurs vont se dire que tout comme Nikki, David avait lui aussi disparu. Les semaines sont alors passées et il n'y avait strictement aucune piste, aucun indice pour les aider à résoudre l'affaire. Pendant ce temps-là, la maman de Nikki se disait que sa fille était peut-être retenue contre son gré ou même pire. Près de 4 mois vont alors passer et nous sommes maintenant à la fin du mois de septembre 2019. C'est assez dingue, mais au bout de tout ce temps, eh bien, les policiers vont recevoir un appel de David. Il leur a dit qu'il était désolé, qu'il n'était pas chez lui et qu'il avait eu des problèmes avec son téléphone et qu'il vient donc seulement de voir que les policiers cherchaient à lui parler. L'agent au téléphone demandera alors à David s'il accepte de se rendre au commissariat pour parler avec eux et David acceptera sans problème en disant que s'il pouvait se rendre utile, ça lui faisait plaisir. C'est le 2 octobre 2019 que David a alors donné son premier témoignage aux enquêteurs. David expliquera alors que dans la nuit du 5 au 6 juin 2019, il était parti boire des bières en soirée avec ses frères et qu'il avait remarqué dans le bar une jeune femme qui l'attirait. Cette femme, c'était bien évidemment Nikki. À ce moment-là, il était à peu près 3 h du matin et David s'est approché de Nikki pour l'aborder et les deux sont allés discuter à l'extérieur. Il faisait un petit peu froid cette nuit-là, alors David lui a passé sa veste pour que Nikki ait bien chaud et puis ensuite il a proposé à Nikki de lui payer un verre de vodka et Nikki a accepté. Mais voilà, juste après avoir reçu son verre de vodka, Nikki a dit à David qu'elle devait partir. David lui a alors demandé de l'ajouter sur Snapchat et elle lui a alors dit qu'elle n'avait pas son téléphone avec elle. Par contre, elle a quand même pris son nom Snapchat, son pseudo pour le noter et l'ajouter plus tard. Quelques heures vont passer et vers 6 h du matin, Nikki va contacter David via Snapchat. Par message, Nikki va lui dire écoute, moi je peux pas me déplacer, mais toi comme tu as une voiture, viens jusque chez moi et puis on pourra se voir et parler un petit peu ensemble. David va accepter, il va arriver chez elle vers 6 h du matin et à ce moment-là, Nikki va sortir, elle va rentrer dans sa voiture et ils vont se garer un peu plus loin pour parler. À un moment, pendant la discussion, Nikki va dire à David qu'elle était une femme transgenre. Bon, je vous dis ça, mais en vrai, on sait pas trop. Parce que Nikki, selon ses amis, lui a dit bien plus tôt. Dès qu'elle l'a rencontré dans le bar, selon les amis de Nikki, Nikki l'a dit à David et lui a dit « je suis une femme transgenre ». Mais selon David, selon son témoignage, Nikki ne lui aurait pas dit et c'est seulement dans cette voiture qu'il l'aurait appris. Donc toujours selon le témoignage de David, lorsque Nikki va lui annoncer ça, il va vraiment très mal le prendre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il dira pendant son entretien avec la police. Pour moi, c'est même dérangeant quand il y a une personne gay, bi ou transsexuelle ou autre chose dans les parages. J'ai juste été dégoûtée et je lui ai demandé de sortir. C'est extrêmement violent, mais voilà, les policiers n'étaient pas là pour juger ses opinions. Et donc, ils l'ont laissé partir en disant « écoute, on a tout ce qu'on voulait, on sait que tu étais avec Nikki ce soir-là, qu'ensuite elle est partie de la voiture, et c'est tout. Donc, tu peux pas nous en dire plus. » Mais alors qu'il allait partir, David va quand même dire quelque chose d'un peu étrange. J'aimerais pouvoir vous aider davantage, mais je ne sais pas. Je ne suis pas le genre de personne à... Je ne suis même pas du tout une personne violente, vous savez. Rien. Donc c'est quand même bizarre parce que les policiers allaient le laisser partir, il n'y avait pas plus de problème. Et d'un coup, il venait à se défendre et à sous-entendre que les policiers l'avaient interrogé parce que peut-être il était suspect, alors que les policiers n'avaient jamais dit ça. Donc là, évidemment, les policiers vont se dire « ok, c'est étrange ». Mais bon, après ça, l'entretien a pris fin et David est rentré chez lui. En fait, à ce moment-là, même si les policiers se disaient que sans doute David avait quelque chose à voir là-dedans, ils ne pouvaient pas l'arrêter parce que, mis à part le fait qu'il avait l'air bizarre, il n'y avait rien qui pointait vraiment contre lui. Oui, c'était la dernière personne à avoir vu Nikki en vie, mais ça ne faisait pas pour autant de lui un assassin, donc c'était très difficile de l'arrêter juste pour ça. De plus, il n'y avait même pas de corps, donc même pas de traces ADN qu'on pourrait retrouver, donc juste, il pouvait rien faire, et le fait que David rentre chez lui, c'était juste la suite logique des choses. Mais bon, tout va changer le 7 décembre 2019, près de 6 mois après la disparition de Nikki. Ce jour-là, un homme marchant à Larch Mountain va faire une triste découverte. Il va en fait faire la découverte d'un crâne humain et immédiatement il appellera les autorités qui se rendront sur les lieux et à leur tour, en empruntant le sentier, ils vont retrouver des objets qui pouvaient appartenir à la victime. En fouillant un peu, ils retrouveront les restes de ce corps humain qui avait été enfoui sous le feuillage et qui semblait avoir été dispersé par des animaux.
Dans les objets retrouvés, il sera noté qu'il y avait un tas de vêtements, en particulier une veste verte et des sous-vêtements, ainsi qu'un bandana et des bijoux. Mais ce n'est pas tout, les policiers retrouveront aussi un câble de chargeur de téléphone qui était noué de sorte à faire un cercle. De plus, des cheveux artificiels multicolores avaient été retrouvés coincés à l'intérieur du câble. Donc, clairement, on se dit qu'il y a un corps, qu'il y a ce câble qui a comme été noué pour être autour d'un cou, il y a des cheveux coincés. Ce câble est potentiellement l'arme du crime et la personne décédée a potentiellement été victime d'un meurtre. Ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'on est au mois de décembre, donc en pleine période de Noël. Et la maman de Nikki avait 1000 fois fait le vœu que sa fille lui revienne en vie pour le réveillon, mais à la place, elle va apprendre que ce corps retrouvé dans la forêt était celui de sa fille. Le médecin légiste qui avait examiné le corps avait confirmé que Nikki avait été étranglée à mort avec ce cordon de chargeur de téléphone portable. Maintenant qu'on a un corps, qu'on est sûr que c'est un meurtre, évidemment, David Bogdanov va de nouveau être interrogé. Donc voilà, les policiers vont lui laisser donner sa version des faits, mais juste après, ils vont le contredire. Ils vont alors lui expliquer qu'ils ont réussi à obtenir les relevés téléphoniques de son téléphone portable et que non, il ne s'était pas vraiment rendu à Portland comme il le dit. Ils vont en fait lui dire qu'ils avaient la preuve qu'il avait roulé dans la direction opposée pour se rendre à Larch Mountain, donc là où a été découvert le corps de Nikki. Juste après que le policier ait donc expliqué tout ça à David, il résumera ce qu'il a fait le 6 juin au matin. Il dira alors: ce voyage a duré environ 1 heure aller-retour. Monter quelques chemins forestiers. Là, David restera calme, mais il le coupera et dira: « Je pense que je veux parler à un avocat. » Et là, le policier renchérira en lui disant: « Ok, d'accord. Donc vous êtes arrêté aujourd'hui pour le meurtre de Nikki Kunhausen, dont les restes ont été découverts, qui a été étranglée à mort. Ok. Levez-vous s'il vous plaît. » Donc comme vous l'aurez compris, David a été arrêté et il a été accusé de meurtre au 2e degré et d'harcèlement malveillant. En d'autres mots, il a été accusé d'avoir commis un crime de haine envers une personne transgenre. Même si la situation reste tragique, la nouvelle de l'arrestation de David a été un soulagement pour la famille de Nikki, mais aussi pour les militants de la communauté LGBT+. Devon Davis Williamson, une militante, s'était d'ailleurs exprimée fin 2019 en disant: « La plupart du temps dans notre culture et dans notre pays, si une personne trans est tuée, il n'y a pas d'arrestation. Nous pensons que c'est juste environ 30% des cas où des personnes trans sont assassinées que quelqu'un est arrêté et poursuivi en justice. » Elle ajoutera aussi: « Une étude récente de la faculté de droit de l'UCLA a conclu que les personnes transgenres sont 4 fois plus susceptibles que les personnes non transgenres d'être victimes de crimes violents. » Ce qui va être assez beau tout de même dans cette histoire, c'est que Lisa, la maman de Nikki, va énormément se faire soutenir par la communauté transgenre et vont l'aider à aller de l'horreur d'affronter la mort violente de sa fille à l'espoir de trouver justice pour son meurtre. Le procès pour meurtre de David Bogdanov s'est alors ouvert en août 2021 et là, David va arriver avec une toute nouvelle défense. Il reconnaîtra être bel et bien le meurtrier. Par contre, il plaidera la légitime défense en disant que Nikki se serait jetée sur son arme alors qu'il était dans la voiture et qu'il a eu peur pour sa vie. C'est comme ça qu'il en était venu à se défendre en étranglant Nikki à mort avec son câble de téléphone. Ce qui est assez dingue, c'est qu'au procès, David avait vraiment l'air sûr qu'il allait s'en sortir et d'ailleurs sa famille le soutenait. D'ailleurs, sa nièce prendra même la parole en disant qu'elle connaissait très bien son oncle et qu'il était incapable de faire du mal à qui que ce soit et que toute personne qui le connaissait savait que c'était une bonne personne. De leur côté, l'accusation a soutenu corps et âme que Nikki avait été victime d'un crime de haine envers la communauté transgenre. L'avocate de la défense plaidera d'ailleurs: « L'accusé a assassiné Nikki après avoir découvert qu'elle était transgenre. L'accusé a assassiné Nikki parce que son respect pour la vie humaine l'emportait sur sa haine pour les homosexuels et les transgenres. » David sera alors interrogé au procès par rapport à ses opinions sur les personnes LGBT+, et il dira qu'il avait eu une éducation religieuse et que pour lui c'était un péché. On lui demandera aussi de décrire vraiment en détail ce qui s'était passé dans la voiture quand il était avec Nikki.
Il commencera par dire qu'au début, il parlait et que Nikki fumait la pipe. Elle lui avait ensuite demandé de la rejoindre sur le siège arrière de la voiture et David avait accepté, mais avant d'y aller, il aurait coincé l'arme qu'il portait sur lui entre le siège du conducteur et la console centrale de la voiture. Une fois tous les deux sur la banquette arrière, ils se seraient embrassés, puis auraient commencé à se toucher dans des endroits intimes. Il faut savoir que lorsqu'il a dit ça, David s'est mis à pleurer et il a ajouté que lorsqu'il a touché le sexe de Nikki, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'elle était transgenre. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit, mais je vous préviens, c'est vraiment violent. J'étais sous le choc, je me suis sentie trompée. Je panique et je la repousse. Je commence à paniquer en disant « Tu me l'as pas dit, tu es un mec » et a commencé à lui crier dessus qu'elle était une merde dégoûtante. C'est après ça qu'il aurait dit à Nikki de sortir de la voiture, mais selon son témoignage toujours, Nikki serait devenue violente et elle aurait essayé de lui donner un coup de pied, puis aurait fini par s'emparer de son arme qui se trouvait donc entre le siège conducteur et l'îlot central de la voiture. À ce moment-là, David aurait eu peur pour sa vie, il aurait essayé de s'enfuir. Donc au début, il voulait vraiment pas faire de mal selon lui à Nikki, il voulait juste sortir de la voiture. Mais voilà, Nikki s'emparait de l'arme et lui il s'est dit je vais juste mourir. Et selon lui, Nikki consommait de la drogue ce soir-là, donc elle n'avait pas les idées claires, elle aurait pu faire n'importe quoi. Et donc, il a décidé de la retenir avec son câble de téléphone. Il dira qu'au début, le câble de téléphone était sur ses épaules, comme vraiment pour la retenir, pour pas qu'elle aille vers le fusil. Mais sans qu'il s'en rende compte, le câble aurait fini par glisser jusqu'à son cou. Lui aurait continué à tirer jusqu'à ce qu'il se rende compte que Nikki était tout simplement décédée. David poursuivra en disant qu'une fois qu'il s'était rendu compte qu'elle était décédée, il avait voulu appeler la police, mais ensuite il s'était dit qu'on ne le croirait jamais. C'est donc comme ça qu'il a eu l'idée de cacher le corps et après ça, il avait pris un billet d'avion pour l'Ukraine et avait quitté le pays. Il dira qu'alors il se sentait mal, il était en détresse psychologique et il avait vraiment essayé d'arrêter de boire parce que ce soir-là, il était alcoolisé et il dira que sans doute c'est l'alcool aussi qui a joué, qu'il n'a pas senti sa force, etc., etc. Donc dans cette histoire, il plaidait la légitime défense, il disait que c'était lui, la victime, et en plus, si ça ne suffisait pas, il dira que l'alcool avait aussi joué, qu'il était dans un état second. Après avoir entendu toute cette version des faits, l'avocate de la défense renchérira. Le fait qu'il ait eu plusieurs histoires différentes, qu'il avait au moins 2 occasions de donner cette explication au détective et qu'il ne l'a pas fait, le fait qu'il ait jeté le corps, le fait qu'il ait fui le pays, toutes ces choses pointent à une conscience coupable et non à quelqu'un qui pense que ses actions sont justifiées. Sa motivation, tout le temps, a été sa haine, sa rage, sa honte d'avoir découvert que Nikki était transgenre. Il ne s'agit pas de peur, cette affaire ne concerne pas la légitime défense. À la fin du procès, le jury a délibéré pendant 2 jours et au bout du 3e jour, ils ont enfin informé qu'ils avaient pris une décision unanime. David sera alors déclaré coupable de meurtre au 2e degré, c'est-à-dire sans préméditation, mais aussi il sera reconnu coupable de harcèlement malveillant, donc en d'autres mots, de crime de haine. Encore 2 semaines plus tard, le juge prononcera la sentence et avant ça, il dira qu'il avait été choqué à quel point ce crime était sombre. Ensuite, il annoncera que David était condamné à la peine maximale, soit 19 ans et demi de prison pour le meurtre de Nikki et 1 an de plus pour l'accusation d'harcèlement malveillant. Toute la famille de Nikki ainsi que toutes les personnes qui les avaient soutenues ont alors été soulagées de savoir que l'agresseur, le meurtrier de Nikki, serait en prison pour un très très long moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Suite à tout ça, la loi Nikki a été adoptée dans l'État de Washington. Une loi conçue pour empêcher les accusés de crimes violents de se défendre en plaidant la panique face à une personne LGBT+. C'est comme ça que se termine notre affaire. C'était une histoire qui m'a fait énormément de peine parce que vraiment Nikki essayait de s'en sortir, elle avait vécu une phase très sombre de sa vie à cause de la drogue, mais elle avait une famille aimante, une maman qui a l'air exceptionnelle, qui essayait vraiment de l'aider et c'est juste atroce que quelqu'un ait décidé de lui enlever la vie comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!